ces cours sont ceux de définir le néphroblastome, de décrire les aspects cliniques et paracliniques du néphroblastome, de décrire la prise en charge thérapeutique de la pathologie. Nous allons adopter le plan suivant, les généralités dans lesquelles on verra la définition, l'intérêt ainsi que certains rappels. Dans les signes cliniques, on verra le type de description et les formes cliniques. Le diagnostic, on parlera du diagnostic positif, du diagnostic étiologique et du diagnostic différentiel, le traitement ainsi que la conclusion. Dans la définition, le néphroblastome, c'est une tumeur maligne du rein qui est développée aux dépens du blastème embryonnaire, caractérisée par la présence des petites cellules rondes dont le rôle après la naissance est mal connu. On signale que c'est une tumeur qui intéresse surtout le petit enfant. Elle a été décrite pour la première fois en 1899 par le chirurgien allemand Max Wilms, qui lui donna le nom de tumeur de Wilms, d'où l'appellation de tumeur de Wilms. Dans son intérêt épidémiologique, c'est la tumeur la plus fréquente du rein de l'enfant. Elle représente 6 à 8% des cancers. Elle est plus fréquente chez les sujets des races noires. C'est une tumeur de la petite enfance avec un âge médian qui est compris entre 1 et 5 ans et un pic de fréquence se situe autour de 3 ans. Elle atteint légèrement les sujets des sexes féminins. Le diagnostic, il est clinique par la palpation abdominale et souvent confirmé par l'échographie abdominale. Sur le plan thérapeutique, le traitement il est multidisciplinaire. Il fait appel à l'oncologue pédiatre, à l'imagerie médicale, au chirurgien pédiatre, à l'anatomopathologiste et au radiothérapeute. Le pronostic il est généralement bon avec des essais des traitements multicentriques. Les rappels embryonnaires. Au cours de la 3e semaine de vie embryonnaire, le mésoblaste se divise en 3 portions. On a le mésoblaste paraaxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Les ébauches urogénitales dérivent du mésoblaste intermédiaire ou du cordon néphrogène et se développent dans le sens crânio-caudal, donnant successivement 3 organes. On a le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros. Le métanéphros apparaît dans la région caudale vers la 5e semaine de vie. Elle se développe à partir de 2 structures, à savoir le diverticule métanéphrique et le blastème métanéphrogénique. C'est le blastème métanéphrogénique qui donne ainsi le néphron et la capsule rénale. Voici là un schéma du rappel embryologique qui a été dit précédemment. Sur le plan anatomopathologique, c'est une tumeur qui est d'abord intrarénale, souvent unilatérale et unicentrique. Elle est rarement bilatérale. L'origine, c'est une tumeur embryonnaire, comme on l'a dit, qui est dérivée du blastème néphrogénique, qui reproduit l'histologie du rein adulte, générant une composante épithéliale et une composante stromale, ces dernières qui acquièrent une différenciation ultérieure. Sur le plan macroscopique, le rein, c'est une masse molle grisâtre polylobée, entourée d'une pseudocapsule qui refoule le parenchyme, des costructures hétérogènes faites des zones tumorales pleines et des zones nécrotiques ou hémorragiques. On a également des zones kystiques ou graisseuses, exceptionnellement avec possibilité de bourgeons tumoraux. Sur le plan microscopique, c'est une tumeur polymorphe composée d'éléments cellulaires à des stades de développement différents et de proportions variables. En deuxième point, nous allons parler des signes cliniques. On a la forme typique de l'enfant, qui est classiquement âgé entre 1 et 5 ans. Comme circonstance de découverte, on a une masse abdominale qui est soit découverte fortuitement ou au cours d'un examen clinique, ou bien ce sont les parents qui viennent consulter parce qu'ils ont remarqué que l'enfant a un gros ventre. On peut également avoir des signes tels que l'hématurie, l'hypertension artérielle, des fois associée à des malformations congénitales ou des complications. Généralement, c'est le patient qui se présente avec des signes anémiques qui signent soit une rupture tumorale ou bien une hémorragie intratumorale. À l'examen clinique, on signale que l'état général du patient il est généralement conservé. On a une hématurie macroscopique, une hypertension dans 30% des cas. À l'inspection, on a une masse abdominale. La palpation, bien entendu, elle doit être prudente et douce parce qu'il y a un risque de rupture de la masse.
C'est une masse qui est postérieure au niveau du flanc. Elle est volumineuse, à développement antérieur, ferme, lisse, peu mobile. On a souvent un contact lombaire et un ballottement rénal. Sur le plan paraclinique, en première intention, on fait l'imagerie médicale, c'est l'échographie abdominale, qui est l'examen d'abord de choix, qui pose à elle seule le diagnostic de tumeur rénale. Elle va préciser le siège rénal et elle peut être hétérogène avec présence des rares calcifications. L'échographie précise également la taille de la tumeur. Elle va explorer systématiquement la veine cave inférieure, la veine rénale à la recherche des thrombus. Elle va également explorer le foie et voir le rein contralatéral. Elle va rechercher des adénopathies qui sont profondes. On peut également faire le scanner abdominal en cas de doute diagnostique à l'échographie abdominale ou l'IRM. Deuxièmement, on peut faire le bilan biologique, mais on dit que l'ANFS ne permet pas de poser le diagnostic. Mais elle se fait lorsqu'on recherche une anémie. On peut également faire un bilan rénal, à savoir l'urée et la créatinine, le bilan l'ionogramme sanguin ainsi que les LDH. Pardon. Troisièmement, on peut faire l'anapathe qui confirme le diagnostic, qui va mettre en évidence 3 composantes tissulaires principales, à savoir le blastème, les tissus épithéliales ou mésenchymateux, selon la prédominance de la composante tissulaire, ce qui va permettre de faire la classification histologique de néphroblastome. Par ailleurs, on peut faire le bilan d'extension à la recherche des métastases, à savoir une radiographie du thorax qui va rechercher les images enlâchées des ballons qui sont sous forme nodulaire. On fait les scanners thoraciques. Si on a des images de métastases pulmonaires à la radiographie, le scanner va également préciser le nombre exact et les sièges des nodules. On fait le scanner abdominal pour rechercher les métastases hépatiques ainsi qu'une extension intravasculaire. Deuxièmement, dans les formes cliniques, on a les formes atypiques. On a dit que c'est une tumeur qui survenait autour de 1 et 5 ans d'âge, mais dans les formes atypiques, elle survient soit avant 1 an ou après ces temps-là, on sera appelé à faire une biopsie rénale. Les formes métastasiques représentent 10% des cas. On a les 10% des cas, c'est soit à localisation pulmonaire ou bien hépatique. On a également les formes bilatérales qui représentent 5% des cas. Par ailleurs, on a des formes associées à des malformations telles que les malformations congénitales, à savoir des ambiguïtés sexuelles, une anéridie, soit une hémihypertrophie corporelle et des syndromes malformatifs, à savoir le syndrome des Dennis-Drutt, les syndromes de Wedgmith-Beckwith et les syndromes de Wagner. Parlons du diagnostic. Sur les diagnostics positifs, sur le plan clinique, on a une augmentation progressive du volume de l'abdomen avec voussure du flanc ou de la région lombaire. On a une circulation veineuse collatérale, des douleurs abdominales qui signent soit une hémorragie ou bien une rupture de la tumeur. L'état général, il est conservé. La palpation met en évidence une masse volumineuse à développement antérieur, peu mobile, avec contact lombaire et ballottement rénal. On dit que la cinétique de la croissance de la masse est rapide à quelques jours d'intervalle. C'est-à-dire que le patient peut avoir initialement consulté, mais après une semaine ou quelques jours, on a une augmentation progressive du volume de l'abdomen. Toujours sur le plan clinique, il faut porter l'attention à la palpation de la fosse lombaire contralatérale pour rechercher une bilatéralité. On fait également une percussion qui va mettre en évidence une matidie en regard de la masse et il faut bien entendu faire l'examen d'autres appareils à la recherche d'une hernie, des adénopathies susclaviculaires ou d'une hépatomégalie. La paraclinique, l'échographie abdominale qui est l'examen de référence, mettra en évidence une masse rétropéritonéale et intrarénale qui va préciser l'échogénicité, soit une tumeur solide, kystique ou mixte. L'échographie va également renseigner sur l'existence d'hémorragie ou des nodules hépatiques. Elle va préciser la taille de la tumeur dans les dimensions en 3D. Et renseigne sur la vascularisation et également permet de voir le rein contralatéral. L'ASP va mettre en évidence un syndrome de masse qui est une opacité du flanc dépassant la ligne médiane, et effaçant le bord inférieur. Le scanner abdominal va juger de la localisation intrarénale de la tumeur. Si celle-ci a détruit la totalité du rein, elle va éliminer une autre cause de masse rénale non tumorale. En complément à l'échographie, elle va explorer les extensions
intravasculaire